Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très content de vous retrouver pour ce qui pourrait être un nouveau format pour la chaîne Punchboard que j'ai sobrement intitulé Les infos insolites, me manque juste l'aval du rédac en chef, c'est-à-dire de Jérémy, dans lequel j'aimerais vous partager justement des informations que j'aurais pu glaner lors de mes pérégrinations sur les internets et que je trouverais assez intéressantes pour susciter une discussion, mais qui n'auraient pas forcément leur place dans les fameux ludigressions, ces lives que l'on organise avec Jérémy chaque lundi soir sur la chaîne Twitch à partir de 21h quand on est à l'heure. Tout simplement parce que soit le sujet se suffirait à lui-même et ne collerait pas forcément avec les thèmes que l'on aimerait aborder au courant de ces fameux lives, soit parce que le sujet serait beaucoup trop dense et que comme moi et Jérémy on aime bien parler et qu'on a un chat qui est un petit peu à notre image, ces sujets risqueraient de venir parasiter les autres et prendre toute la place dans les émissions. Du coup, je me suis dit que ça serait plus intéressant de les traiter dans un format YouTube dans lequel je vous exposerai ces différentes informations ainsi que les discussions qu'elles pourraient susciter et dans lequel vous auriez l'espace commentaire, c'est-à-dire l'espace sous la vidéo pour pouvoir exprimer votre avis. Voilà, le tout bien sûr dans la joie, la bonne humeur, le respect, parce que voilà, on est des individus intelligents. Bon, pour cette première vidéo, je vous propose un article du 7 janvier que vous pouvez retrouver sur le site BGG, qui est écrit par Eric Martin, dans lequel il retrace les différentes annonces de sortie de l'éditeur italien DV Games, connu en France notamment parce que Super Meeple avait localisé la fameuse série des decks Escape et des decks détectives, deux séries que Jérémy affectionne de tout son cœur. Voilà, ça c'était la petite balle perdue, elle était gratuite. Non, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt l'annonce du deuxième épisode de la série Until Proven Guilty qui s'intitule First for Justice. Il s'agit d'une série de jeux coopératifs créés par Enrico Procchiassi dans lequel vous allez aider un jeune prodige du barreau appelé Peter à pouvoir défendre son ou sa cliente. Le tout grâce à des cartes très narratives, une application qui va vous permettre de faire vos déductions, mais surtout un jury en punchboard que vous allez tenter de convaincre. Voilà. Bon, là je fais mon malin, mais très honnêtement, avant d'avoir fait mes recherches sur ce jeu, je n'avais jamais entendu parler de cette série. Alors pourquoi j'en fais une vidéo ? Si je vous en parle, c'est à cause de cette photo. Parce que ça se voit. Quand même. C'est évident. Non mais honnêtement, la ref, elle est quand même grosse sur la couverture là. Venez pas me dire que ce Peter, c'est pas en fait Phoenix Wright qui a mis des lunettes, changé sa tenue et éteint ses cheveux. Alors, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas ce personnage, je sais pas si vous êtes nombreux, donc n'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires. Il s'agit du protagoniste principal de la série Ace Attorney, des jeux vidéo qui parlent aussi de justice, de preuves et de jury que vous allez devoir faire tourner en votre faveur. Et honnêtement, la posture, les cheveux, tout fait référence à ce personnage. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que du coup, quand on a une référence qui est aussi grande, est-ce qu'on est dans de la création, de l'inspiration ? Est-ce que c'est un hommage ? Est-ce que ça reste une œuvre originale ou est-ce que c'est un plagiat ? Alors, vous allez certainement me dire que je m'emballe un petit peu, mais déjà, il faut savoir que des problèmes avec des ayants droit dans le monde du jeu de société, il y en a pas mal, mais surtout dans une ère où on a beaucoup parlé de l'IA et du fait que cette dernière avait tendance à piller les œuvres, la discussion sur la création et ce qu'est la création et le plagiat, à mon sens, a toute sa place. Non, mais parce que honnêtement, moi qui ai jamais joué au jeu, si j'ai la ref, c'est que cette dernière, elle est vraiment pas subtile. Du coup, la question de la création, elle se pose. Et
Je conçois que ça peut avoir été fait dans un but tout à fait marketing, mais moi j'avoue que dans un premier temps, mon réflexe a été d'aller voir le travail des 3 illustrateurs, hein. Oui, parce que il y a 2 illustrateurs qui ont travaillé sur le premier épisode, et comme j'ai pas trouvé l'info de qui avait fait quoi, eh ben je suis allé voir le travail de tout le monde. Alors on va commencer avec Andrea Guerrieri, tout simplement parce que, comme vous allez pouvoir le constater par rapport à son portfolio, son style est quand même, à mon sens, assez éloigné de ce que l'on peut voir. Maintenant, c'est peut-être lui qui est à l'œuvre derrière, alors c'est pas celle-là de couverture, c'est l'autre, que je vais vous afficher tout de suite. Mais par contre, moi je suis forcé de constater que mon œil d'expert, s'il y a des références culturelles vidéoludiques, je les ai pas vues. Hein. Ouais, bon, en même temps, je suis un expert de pacotille. Go Gadget Chopper. Attack. Par contre, du côté de Ideaxiu, c'est beaucoup plus facilement repérable, hein. Déjà parce que certaines sont complètement affichées, comme par exemple ce fanart du personnage Zeri qui est jouable dans le jeu League of Legends, et qui semble lui avoir servi de source d'inspiration pour d'autres de ses créations, bien que ça c'est une déduction au doigt mouillé, parce que j'ai pas interviewé monsieur Ideaxiu, et que lui seul pourrait le confirmer. Sauf que la ressemblance, elle est quand même, je trouve qu'elle est quand même là. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on va regarder du côté de la seule illustratrice qui a travaillé sur le 2e épisode, qui répond au nom de Elisa Spana, on voit aussi que chez elle, les références vidéo-culturelles sont assez nombreuses. D'ailleurs, c'est marrant de constater qu'elle aussi a un fanart d'un personnage de League of Legends, sauf que elle nous propose une création originale, et elle a elle-même dessiné l'animation des différents sorts qu'elle pourrait posséder, et moi je trouve ça plutôt très cool. Mais bon, si vous allez faire un petit tour rapide sur son Instagram, hein, vous allez vous rendre compte que les inspirations vidéoludiques, elles sont quand même assez nombreuses, et il y en a plusieurs qui sont quand même assez faciles à détecter. Du coup, on pourrait se dire concrètement que cette couverture et celle du premier épisode sont tout simplement dans la continuité l'une de l'autre, et que la première ref a été faite par les illustrateurs. Maintenant, comme j'ai dit, ça peut être aussi une volonté marketing, hein, c'est-à-dire que ça peut être une commande de l'intérieur de la maison d'édition DV Games, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit que faire une telle ref, ça parlerait au public, et que tout le monde comprendrait très rapidement de quoi parlent leur série et leur jeu. Sauf que le fait de l'avoir commercialisé, c'est ça qui est intéressant. Comme je l'ai dit, des histoires avec des ayants droit ou des problématiques de plagiat, on en a rencontré plusieurs dans l'industrie. Alors, il n'y a pas que notre industrie qui est touchée, hein. Je pourrais par exemple vous afficher Média CBR qui propose un article écrit par Brian Conin sur le dernier scandale de swiping qu'a subi la maison des idées, à savoir Marvel. Alors c'est quoi le swiping ? Tout simplement c'est le fait qu'un illustrateur calque une couverture, une bulle, voire une planche entière d'un autre illustrateur pour sa propre production. Et l'un des derniers qui s'était fait prendre la main dans le sac, c'était monsieur Alessandro Miracolo, qui travaillait sur la série Phoenix. Et ce qui est intéressant dans ce genre de drama, c'est que ces révélations, elles sont souvent amenées soit par la communauté des fans qui s'en rend compte, soit par des professionnels du métier. Et c'est une pratique qui remonte à un petit moment, puisque comme vous pouvez le voir, hein, on a là un exemple qui remonte à 1939. Mais dans le monde du jeu de société, ce qui est intéressant, c'est que la question du plagiat pourrait ne pas concerner que les illustrations. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base d'un jeu, il y a aussi une création. Et cette dernière, elle pourrait être plagiée. Il y a même un jeu dont il ne faut pas prononcer le nom, parce que ça aurait tendance à créer de l'urticaire chez l'un de ses auteurs. Mais voilà, la question du plagiat, aujourd'hui, elle reste toujours présente. Et
quelque part, définir ce que c'est le plagiat, c'est pas évident. Alors on pourrait très vite aller sur la définition proposée par Larousse. Acte de quelqu'un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce qu'il a pris à l'œuvre d'un autre. Donc, dans le cas de notre couverture, si par exemple ici cette création a été calquée sur le personnage de Phénix et que les illustrateurs prétendent que c'est leur création, sans justement signaler qu'ils ont utilisé l'œuvre de quelqu'un d'autre, on est effectivement dans du plagiat. Mais concrètement, si les artistes ne disent rien, et que c'est découvert, et qu'ils arrivent ensuite en disant « oui, mais bon, c'est un hommage, comprenez, c'est une inspiration, c'est une référence », comment est-ce qu'on démêle tout ça ? C'est exactement à ce moment-là que je me suis dit que ça serait intéressant d'aller voir du côté des juristes pour voir comment est-ce que eux ils définissent cela et comment est-ce qu'ils le condamnent et pouvoir en tirer des éléments pour avoir une frontière bien plus tangible entre ce qui est de l'ordre du plagiat et ce qui n'en est pas. Sauf que, force est de constater que de leur côté à eux, c'est pas simple non plus. Alors, je vous ai gardé 2 articles. Le premier, il est trouvable sur le site Carn Info. Il est rédigé par Arnaud Latil, qui est maître de conférence à la Sorbonne Université, mais aussi chercheur au CERDI. Et ici, il propose donc dans le plagiat au défi du droit une vue d'ensemble sur ce que la justice pourrait faire, sur les angles qu'elle pourrait utiliser pour justement attaquer ce qui est de l'ordre du plagiat, sauf que très rapidement, on comprend que même si on va sur le terrain de la contrefaçon, du faux, de la copie, c'est un terrain qui n'est pas simple à mettre en place, parce qu'il faut certains prérequis, c'est comme ça que fonctionne la justice, mais surtout parce qu'il y a ce que lui appelle un plagiat toléré. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ce qu'il met en avant, c'est qu'il y a des choses qui pourraient être pointées du doigt comme étant du plagiat, mais parce que c'est des pratiques reconnues dans le monde artistique, que c'est des pratiques qui, d'après certains, servent à la création des œuvres, ça vient compliquer le fait de pouvoir avoir une frontière qui soit complètement hermétique et qui permette de pouvoir complètement trancher. Il en reste que c'est vraiment de l'étude de cas, de l'analyse, que ça demande d'étudier le dossier, parce que la plupart du temps, ce qui va être mis en avant, c'est l'intention malhonnête de l'auteur du plagiat, comme le disait la définition du Larousse, de vouloir s'approprier la propriété intellectuelle d'un autre. Donc voilà, je vous laisse cet article. L'autre, il est un peu plus court, et il s'intéresse vraiment plus à la dimension d'inspiration, et essaye de faire la délimitation entre les deux. Sauf que, en fait, la conclusion est quasiment la même que ici, tout simplement parce que il y a des points où c'est délicat, qu'est-ce qui est de l'ordre du plagiat, de l'inspiration, de la parodie ou du pastiche, c'est souvent sur ces termes-là que les éléments vont venir s'entrechoquer, on l'a vu tout à l'heure avec les portfolios, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent être pointés du doigt comme étant des choses qui appartiennent à d'autres œuvres, mais pour l'auteur, c'est soit de l'inspiration, soit juste de la référence, et donc ça devient compliqué de naviguer dans ces eaux. Mais par contre, l'article, vous allez voir, il amène aussi une dimension auquel on ne penserait pas forcément, celui de la citation, puisque même cette dernière, il faut qu'elle soit bien définie pour ne pas entrer dans le domaine du plagiat. Alors, cet article, et je ne vous l'ai pas présenté, excusez-moi, il s'intitule « La délicate séparation entre le plagiat et l'inspiration ». Vous le retrouvez sur le site La Clinique du droit de Rouen, et il est écrit par Justine Bernardi, qui a un master en droit du patrimoine et des activités culturelles, donc quelqu'un qui connaît le domaine. Et il est aussi très intéressant cet article parce que vous pouvez trouver tout un tas de ressources pour pouvoir justement prolonger votre réflexion si cela vous intéresse.
Bon, à ce moment-là de la discussion, on est forcé de constater que c'est pas aujourd'hui qu'on arrivera à définir une frontière ferme entre ce qui est de l'ordre du plagiat et ce qui est de l'ordre de la référence, de l'hommage, de l'inspiration, de la parodie, du pastiche, etc., etc. Sauf que, moi, mon avis, c'est que vouloir définir cette frontière, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant, surtout pour permettre aux artistes de défendre leur position par rapport à l'IA. Bon, c'est pas l'avis de tout le monde, hein. Vous allez pouvoir trouver certaines personnes, comme c'est le cas de cet auteur sur ce blog, qui s'appelle Pierre-Ric Messien. Donc on est sur un blog qui s'intitule Le Souffle Numérique, qui parle essentiellement d'édition numérique. Et justement, vous pouvez facilement deviner à quel point le sujet du plagiat est important pour eux. Pour lui, le fait de vouloir légiférer et définir ce qui est copié et de le rendre légal, et potentiellement peut-être même de le stopper, ça serait la fin de la création. Alors c'est peut-être un point de vue un petit peu radical, il a le droit de l'avoir. Je serais pas aussi ferme que lui, personnellement je serais plus mesuré, et surtout moi je peux pas m'empêcher de me dire oui, mais laisser la porte grande ouverte, est-ce que c'est pas aussi un peu la fin de la création, c'est-à-dire inciter les gens à faire essentiellement de la copie. On pourrait aller dans cette direction-là. Bon. Au jour d'aujourd'hui, la création, elle est ce qu'elle est, elle produit des œuvres qui, à mon sens, sont parfois très intéressantes, et parfois, c'est subjectif, la création. Et du coup, vous n'hésitez pas à me donner votre point de vue, que ça soit sur le sujet ou sur le format, ou sur les deux. Et j'aimerais conclure cette vidéo avec une citation de Picasso que j'ai trouvée sur le portail pédagogique de l'Académie de Nantes, sur un article qui parle justement du plagiat. Le grand maître a dit un jour: « Qu'est-ce qu'au fond un peintre ? C'est un collectionneur qui veut se constituer une collection en faisant lui-même les tableaux qu'il aime chez les autres. C'est comme ça que je commence, et puis ça devient autre chose. » Sur ce, à la prochaine.